Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues, pour se soigner ou pour son plaisir. Alcool, cocaïne, morphine, c'est dans le cerveau que toutes les drogues agissent. Aujourd'hui, la biologie est capable d'expliquer leurs effets au centre de nos têtes. Et l'étude des drogues permet à la science de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. La cocaïne et son dérivé le crack, les amphétamines et les antidépresseurs ont pour point commun de procurer de l'énergie, de la confiance et une certaine euphorie. Ce sont toutes des drogues psychostimulantes. Dans les montagnes d'Amérique du Sud, la feuille de coca est une plante sacrée depuis des millénaires. Sous l'Empire Inca, on la brûlait et on la consommait lors de cérémonies en l'honneur du dieu soleil. Aujourd'hui encore, les sorciers indiens s'en servent pour des rites divinatoires. En Colombie, en Bolivie ou au Pérou, la plupart des Indiens mâchent traditionnellement des feuilles de coca pour se donner de l'énergie, résister à la fatigue et couper la sensation de faim. Si les paysans ont le droit de cultiver de la coca légale pour leur consommation personnelle ou pour la fabrication de médicaments, ils peuvent gagner au moins 2 fois plus en vendant leur récolte aux laboratoires clandestins qui fabriquent la cocaïne. On estime aujourd'hui le nombre de cocaïnomanes dans le monde à plus de 13 millions. Avec 158 000 hectares de culture, la cocaïne engendre un trafic colossal qui brasse des milliards de dollars de bénéfices et met des pays entiers sous la coupe des narcotrafiquants. Là, c'est une feuille de coca. Ce qui sort là, c'est la drogue. Là aussi. Quand on la piétine, la drogue sort. Regarde. Pour atteindre la chimie subtile du cerveau, on fait plutôt au départ de la chimie lourde, avec de larges doses de chaux, d'acide sulfurique et de kérosène qui sert de fixateur. Vivo y en directo para que prendas pues estas notas, esto no se toma. Eso se llega hasta nuestro paladar, hasta aquí nomás y se le bota. Ahí va, ahí sale la fuerza más. ¿Has probado el palo? Good. Dis-moi si c'est amer. Para la cuchara tengo que... Ah, pas encore. Go ahead, from your side, Dean. Here you go. Okay, go ahead. Le laboratoire national de Brookhaven, près de New York, est un des seuls endroits au monde où des chercheurs comme Ji-Jack Wang peuvent étudier en temps réel le cerveau humain sous l'action des drogues. D'habitude, les gens de New York se servent de pipe avec un filtre. Ils mettent une petite quantité de crack dans le foyer, puis ils se servent d'un briquet. Ensuite, ils inhalent. Ensuite, ils retiennent leur respiration et exhalent. Le crack passe alors à toute vitesse de la bouche au poumon et de là arrive immédiatement à l'intérieur du cerveau. À Brookhaven, on utilise surtout la tomographie par émission de positons. Ces rayonnements découpent virtuellement le cerveau
pour identifier les zones activées par les drogues. Ici, on a pu montrer que le crack, un puissant dérivé de cocaïne, envahit certaines régions du cerveau beaucoup plus vite que la cocaïne en poudre ou injectée. Une vitesse qui explique la redoutable intensité des effets du crack. Ces travaux étaient dirigés par Nora Volkov, une chercheuse aujourd'hui à la tête de l'organisme qui supervise toute la recherche publique américaine sur les drogues. À l'aide des technologies d'imagerie et des recherches sur les animaux, nous et d'autres chercheurs montrons que l'administration répétée de drogues perturbe de façon fondamentale le fonctionnement du cerveau. Elle affecte la motivation. La motivation qu'éprouve une personne pour prendre des drogues devient alors extrêmement intense. Mais elle affecte aussi des zones du cerveau qui sont impliquées dans des opérations comme la prise de décision, le jugement, la capacité à contrôler ses actes. Elle affecte aussi les circuits de la mémoire, et pas seulement ceux qu'on utilise pour apprendre une langue, mais ceux qui sont impliqués dans le souvenir de nos expériences émotionnelles. À l'intérieur de la boîte crânienne, le cortex est la partie la plus visible. C'est le siège de nos facultés intellectuelles. Sous ces replis, dans une zone enfouie, se trouve le cerveau limbique, qui gouverne nos émotions et nos motivations. Ce cerveau émotionnel existe chez l'homme comme chez tous les mammifères. Et c'est ici que les drogues agissent. Sans les rats et les souris, jamais l'action des drogues n'aurait pu être étudiée. Ils partagent une grande partie de leurs gènes avec nous, et les drogues déclenchent les mêmes tempêtes dans leur cervelle. En fait, l'humanité tout entière a une dette morale envers ces petites bêtes. On peut droguer les rats, manipuler leurs gènes et même les découper en morceaux. C'est le triste mais nécessaire quotidien des laboratoires qui compare l'état des rats contrôle ou normaux avec des rats qu'on appelle knock-out. On va bientôt comprendre pourquoi. Pour agir, toutes les drogues piratent le système de communication du cerveau. Car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. Pour mieux comprendre tous ces mécanismes, les chercheurs utilisent le knock-out, une technique qui consiste à supprimer des gènes chez les souris normales. Par exemple, le gène qui commande la fabrication d'un neurotransmetteur. Des souris génétiquement modifiées qu'on appelle knock-out. On connaît à ce jour des dizaines de neurotransmetteurs. Mais celui qui joue un rôle crucial dans la sensation de plaisir et l'attirance pour les drogues, c'est la bien nommée dopamine. Voici à quoi ressemble la dopamine au microscope sous sa forme cristallisée et sous sa forme de diagramme chimique. Une toute petite molécule dont Bruno Giros étudie les effets considérables dans le cerveau de souris normales et de souris knock-out. Toutes les drogues qui sont utilisées chez l'homme, nicotine, alcool, opiacés, cannabinoïdes, psychostimulants, toutes ces drogues ont en commun une chose qui est de libérer la dopamine. Donc la dopamine est effectivement au centre de ces circuits de récompense, pour ne pas dire des circuits du plaisir. La dopamine est également libérée par le jeu compulsif, par les activités sexuelles, par la prise de nourriture. Et c'est d'ailleurs cette activité sexuelle et cette prise de nourriture qui sont importantes pour la libération de dopamine. C'est-à-dire que ce sont des comportements de survie qui sont indispensables pour la survie d'une espèce. Les drogues ne font que
mimer ces activités et donc vont en fait, en quelque sorte, abuser le système, le détourner à leur avantage. Le cerveau n'a pas été construit au départ pour être dépendant des drogues, mais il a été construit au départ pour mettre en place des systèmes de renforcement qui permettent justement cette activité sexuelle, cette prise de nourriture. Les drogues, d'une manière générale, vont donc leurrer ces systèmes pour les remplacer. Le cerveau associe le plaisir suscité par la drogue aux réflexes élémentaires de survie. Manger, boire, se reproduire. Voici comment ce mécanisme fonctionne au niveau d'une synapse. Vous avez d'un côté la terminaison nerveuse de l'animal normal qui libère la dopamine. Cette dopamine ensuite va se fixer sur les récepteurs, qui sont donc sur la cellule réceptrice ici. Et rapidement, cette dopamine est recaptée par le transporteur de la dopamine, ici. Donc recaptée et va regagner l'intérieur du neurone. Chez la souris normale, à laquelle on a injecté de la cocaïne. La cocaïne, psychostimulant comme l'amphétamine, est une molécule qui va bloquer le transporteur de la dopamine. Chez notre animal knockout, vous avez toujours votre terminaison ici, libération de dopamine, activation des récepteurs, mais plus de recapture. Donc vous avez beaucoup de dopamine ici à la synapse, et cette dopamine active les récepteurs de façon très importante, et vous voyez cette hyperlocomotion. Elles sont beaucoup plus actives et en fait, elles ont un comportement qui est tout à fait identique à celui qu'a la souris normale que vous avez vue, à laquelle on a injecté de la cocaïne. Une fois qu'on comprend ces systèmes, on peut identifier des leviers sur lesquels on va aller tirer pour mettre en jeu moins de libération de dopamine, plus de libération de dopamine, et ensuite aller chez l'homme et tester ces hypothèses avec des molécules qui sont à notre disposition ou qu'on va développer dans les années qui viennent. Donc évidemment, ce modèle souris, on ne va pas lui demander des troubles de la pensée comme ceux qu'on observe chez l'homme, mais tout ce qui est derrière ces troubles de la pensée, toute la neurobiologie, elle est strictement la même. C'est juste l'expression de cette neurobiologie qui, par exemple, chez la souris, va s'exprimer par du mouvement et qui, chez l'homme, va s'exprimer par un flux de pensée. C'est en étudiant ces mécanismes sur les souris knockout que les chercheurs peuvent identifier les innombrables fonctions de la dopamine dans notre cerveau. Des études qui déboucheront un jour sur de nouveaux médicaments. À l'université de Cambridge, Barry Everitt dirige le département de psychologie expérimentale où il étudie le rôle de la dopamine dans la prise compulsive de drogue. Ce qui est intéressant avec ces drogues, c'est qu'elles affectent directement le mode opératoire de ce circuit de la dopamine. Mais les opiacés, comme l'héroïne et la morphine, interagissent avec leurs propres cibles dans le cerveau. Ce sont des récepteurs et des cibles qui ne sont pas ceux des neurones à dopamine. Elles interagissent avec ce qu'on appelle les récepteurs opioïdes. La nicotine, comme son nom l'indique, interagit avec le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Le cannabis interagit avec le récepteur cannabinoïde. L'alcool interagit avec beaucoup de choses, parmi lesquelles les récepteurs NMDA et GABA. Donc, chaque différente classe de drogue a sa propre cible chimique dans le cerveau. Et l'une des grandes théories qui prévaut pour expliquer pourquoi toutes les drogues sont addictives, bien qu'elles viennent de classes différentes, c'est qu'à travers leurs différents sites d'action primaire, leur action converge vers ce circuit de la dopamine. Donc, d'une façon ou d'une autre, la dopamine monte au cerveau. La
dopamine ne monte pas n'importe où dans le cerveau. Elle se concentre dans le cerveau limbique, en particulier dans le striatum, qui gère nos mouvements réflexes et inconscients. Et c'est au cœur du striatum que l'on trouve le noyau accumbens. Depuis 10 ans, l'étude de cette zone, à la fois minuscule et cruciale, a déclenché une petite révolution dans les neurosciences. De la vie générale, le noyau accumbens semble être le centre des sensations de plaisir provoquées par la dopamine. Comparé à d'autres sources de récompense et aux sensations subjectives de plaisir, comme manger, boire ou faire l'amour, ce que vous faites quand vous accomplissez ces comportements est clairement très différent. Vous recherchez l'objet de votre motivation. Vous recherchez la nourriture, vous recherchez l'eau, vous recherchez le sexe. Ensuite, vous êtes engagé dans un comportement particulier, comme manger avec tout ce qui se passe quand vous mangez. Vous goûtez les choses, vous les avalez, vous les ingérez et le glucose est libéré. Et nous pensons qu'à certains points de ce processus, peut-être même dès les premiers instants où vous portez la nourriture à votre bouche, vous changez l'activité du système de la dopamine. Et cela a été mesuré. Avec les drogues, vous n'avez aucun de ce qu'on appelle souvent les comportements de consommation. C'est-à-dire quand vous mettez des choses dans votre bouche, que vous mangez, que vous mâchez, ou quand vous vous engagez dans une copulation. Quand quelque chose vous rentre dans un bras ou dans une veine, ou la fumée dans le nez, c'est un court-circuit qui frappe le système de la dopamine, directement et rapidement, sans aucun de ces autres préliminaires. D'où cette idée de détournement du système, de récompense du cerveau. Sous l'action de la cocaïne, la dopamine reste active dans les synapses 300 fois plus longtemps qu'à l'état normal. Certaines études montrent que cette avalanche dans le cerveau des cocaïnomanes finit par endommager les récepteurs de la dopamine. S'ils se réparent tout seuls, ils ne retrouveront jamais leur efficacité initiale, même après des années d'abstinence. Des dégâts cérébraux qui entraînent des symptômes dépressifs et des difficultés de concentration. L'insouciance des années 1890 semble bien loin. Les débuts du cinématographe coïncident à peu près avec la découverte de la cocaïne. Longtemps en vente libre, la cocaïne est immédiatement adoptée par les artistes, les stars d'Hollywood et le milieu de la nuit. La cocaïne, comme un médicament miracle, est même recommandée par le docteur Sigmund Freud à ses débuts. Mais la cocaïne se boit surtout sous la forme du célèbre vin Mariani, dont les clients enthousiastes comptent des champions sportifs, des grands écrivains et le pape Léon XIII. Le Coca-Cola contient de la cocaïne jusqu'en 1903 et se présente alors comme un tonique du cerveau et une boisson revigorante. La cocaïne est finalement interdite dans le monde entier à partir de 1914. En provoquant un afflux constant de dopamine dans les synapses, la cocaïne démultiplie l'euphorie et l'énergie mentale pendant quelques instants. Pour le neurobiologiste Wolfram Schultz, ce bombardement de dopamine conditionne le cerveau à rechercher le même type de sensation. C'est un signal de récompense pour le noyau accumbens.
Grâce au circuit de la dopamine, la récompense active de façon importante le noyau accumbens. Si l'on montre à un être humain l'image de quelque chose de gratifiant, par exemple un billet de 10 livres, et qu'on observe son cerveau, le noyau accumbens va être nettement stimulé. Ce phénomène est dû à l'activation du système de la dopamine qui arrive dans le noyau accumbens. La récompense stimule aussi le striatum, mais un peu moins. Une récompense peut être un liquide, de la nourriture, un stimulus sensoriel ou visuel. Cela peut être aussi de la bonne musique. Il n'existe pas d'organe sensoriel spécifique pour la récompense. La récompense est définie par le comportement et elle a peut-être 3 fonctions majeures. La première fonction, c'est qu'on revient vers une source de récompense. Par exemple, j'appuie sur le bouton d'une machine, je ne sais pas ce qui va se passer, et une bouteille de coca sort. J'aime le coca, je vais donc le refaire. C'est la fonction d'apprentissage de la récompense. La deuxième fonction, c'est qu'à partir du moment où l'on identifie une récompense, on s'en approche, on se dirige vers elle. On s'éloigne d'une punition et on se rapproche d'une récompense. Donc on peut dire que le comportement d'approche est la deuxième fonction de la récompense. Enfin, la troisième fonction, que beaucoup considèrent comme la plus importante, c'est la fonction émotionnelle. Cela vous rend heureux. La récompense a des propriétés hédoniques, vous êtes content, vous aimez ça et vous éprouvez des émotions positives. بدي بطل 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 بدي بطل. Aujourd'hui, on pense qu'un dérèglement du circuit de la récompense à la naissance pourrait expliquer pourquoi certaines personnes seraient attirées par les drogues et incapables de résister à la tentation du plaisir. This is an experiment that's actually Une expérience fréquemment pratiquée sur les humains consiste à mesurer un aspect de l'impulsivité, à savoir la capacité d'attendre pour obtenir une récompense plus grande. L'expression familière, c'est « le biscuit maintenant ou le gâteau plus tard ». Vous donnez à un individu le choix entre une petite récompense immédiate, comme de l'argent par exemple, ou une récompense plus tardive mais plus importante. Certains individus particulièrement impulsifs recherchent une gratification immédiate. Ils ne peuvent pas attendre. Nous en savons encore peu du point de vue neurologique, mais il semble que des dommages au noyau accumbens favorisent l'impulsivité dans ce type de situation. Des individus au noyau accumbens endommagé ne peuvent pas attendre des récompenses plus importantes à long terme. Des dérèglements du circuit de la dopamine peuvent entraîner de véritables maladies. Cet enfant, filmé par des psychologues dans les années 70, était qualifié à l'époque d'agité ou d'agressif. Aujourd'hui, il tomberait sous le coup d'un nouveau diagnostic, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Plus connu sous le nom d'hyperactivité, ce désordre touche les enfants et se traduit par une agressivité, une forte impulsivité et une incapacité à se concentrer. Comme vous le savez, il existe une pratique qui est courante aux États-Unis, mais qui a tendance à se répandre partout. Les individus souffrant d'hyperactivité sont traités avec des stimulants comme la Ritaline. La Ritaline est un composé proche de l'amphétamine et qui a de nombreuses propriétés. Les amphétamines sont des stimulants psychomoteurs. On se retrouve devant un paradoxe où des stimulants psychomoteurs sont utilisés pour calmer les comportements d'hyperactivité. We had a study, very interesting, is that we give medication that is very, very similar to cocaine.
Nous avons fait une étude très intéressante avec du méthylphénidate, un médicament très proche de la cocaïne. C'est de la ritaline sous forme intraveineuse, pas celle qu'on prescrit sous ordonnance. Nous en avons injecté à un groupe de cocaïnomanes et nous avons découvert que la majorité aimait ça. Ce qui est très intéressant, c'est que nous avons découvert qu'ils prenaient de la cocaïne parce qu'ils souffraient d'hyperactivité. Ils utilisaient la cocaïne pour se traiter eux-mêmes et se sentaient beaucoup mieux dès qu'ils en prenaient. Lorsque nous avons compris ça, nous les avons orientés vers des psychiatres pour soigner leur hyperactivité. Depuis, ils ne prennent plus de cocaïne. L'hyperactivité est traitée avec des médicaments comme la ritaline, le Concerta ou l'Adderall. Actuellement, aux États-Unis, 4 à 5 millions d'enfants scolarisés prennent ce type de traitement. Et la croissance est très rapide en Europe. Ces molécules ont un mode d'action comparable à celui de la cocaïne. Elles maintiennent un taux élevé de dopamine en bloquant sa recapture. Leur action chimique est d'ailleurs très proche de celle des amphétamines. En vente libre dans les années 30, les amphétamines se trouvent sous la forme d'inhalation contre l'asthme, puis de remontants ou de coupe-faim. Les sportifs, les camionneurs, les hommes politiques et les militaires y recourent largement. Cave by cave and one by one. On peut même dire que la Deuxième Guerre mondiale s'est déroulée sous amphétamines. Les armées allemandes, américaines et anglaises distribuaient des rations d'amphétamines à leurs soldats pour lutter contre l'épuisement. Plusieurs historiens ont même avancé qu'Hitler en recevait des injections quotidiennes. L'inconscience des kamikazes japonais s'explique en partie par leur grande consommation d'amphétamines. Après la défaite du Japon, les stocks se retrouvent en vente libre et la toxicomanie aux amphétamines devient un problème majeur dans le Japon d'après-guerre. Aujourd'hui encore, plus de 3 millions de Japonais carburent aux amphétamines. Dans les années 60, l'amphétamine, rebaptisée speed, devient très populaire chez les jeunes. C'est sous amphétamine que les Who chantent My Generation et fracassent leurs instruments à chaque fin de concert. Dans les années 80, les amphétamines tombent dans l'illégalité. Mais aujourd'hui, 26 millions de personnes dans le monde continuent à en consommer, en particulier en Asie. À la différence de l'amphétamine ordinaire, les produits comme la ritaline, prescrits aux enfants, agissent plus lentement et longtemps. Résultat, pas de bouffée euphorique, mais une meilleure capacité de concentration. On s'interroge aujourd'hui sur l'avenir de ces enfants sous stimulants. Certains pensent qu'ils risquent de développer à long terme une attirance pour les drogues. Plusieurs études ont été réalisées pour essayer de voir si le fait de donner à ces enfants des médicaments psychostimulants
à un âge vulnérable du développement du cerveau, sensibiliserait leur cerveau à une future addiction. Je dirais que les informations obtenues sont ambiguës. Certaines ont montré une augmentation de la vulnérabilité face à la dépendance chez les individus traités à la Ritaline pour leur hyperactivité. D'autres études ont montré le contraire. Bref, la conclusion n'est pas si simple. Le nombre de patients traités pour leur hyperactivité semble considérable. Mais ce n'est rien comparé aux 300 millions de consommateurs d'un autre type de psychostimulant délivrés sur ordonnance, les antidépresseurs. Spécialiste de la dépression sous ses aspects biologiques, psychiatriques et pharmacologiques, Michel Hamon étudie les mécanismes d'action des antidépresseurs. La dépression, intuitivement, on sait ce que c'est, bien sûr. C'est de l'humeur triste, c'est la définition accessible à tous. Mais c'est aussi un certain nombre de symptômes qui démontrent très clairement qu'on a affaire à une pathologie, une véritable maladie. C'est en particulier une mésestimation de soi. On a l'impression qu'effectivement on ne vaut plus rien. C'est aussi une perte de la motivation, une perte de l'élan vital en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on on a une incapacité à rechercher, à éprouver le plaisir dans la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne, et compris s'exprimer dans le travail, par exemple. Donc là, on perd cette motivation. On estime environ à 15% de la population qui peut présenter à un moment ou un autre de son existence, effectivement, un épisode dépressif. On sait aujourd'hui que le cerveau des dépressifs présente un déficit en sérotonine, qui est un neurotransmetteur indispensable à notre bien-être. Ce déficit en sérotonine touche plusieurs zones du cerveau. D'abord, le striatum, qui gère les mouvements inconscients. Puis, le thalamus et l'hypothalamus, qui régulent des fonctions corporelles, comme la température, l'appétit et le sommeil, des fonctions perturbées chez les dépressifs. Deux autres structures sont aussi touchées. L'amygdale, qui déclenche les réflexes de peur, et l'hippocampe, qui traite la mémoire de nos émotions. Les antidépresseurs qu'on utilise aujourd'hui agissent sur la sérotonine, comme les psychostimulants sur la dopamine. Leurs molécules ralentissent la recapture de la sérotonine. La sérotonine peut alors activer ces récepteurs en permanence. On connaît les cibles des antidépresseurs. Ce sont les neuromédiateurs qu'on appelle les monoamines. C'est actuellement, avec les antidépresseurs qu'on utilise le plus souvent, d'abord la sérotonine. C'est aussi la noradrénaline, et on développe maintenant des médicaments qui ont la cible mixte, sérotonine, noradrénaline. Et puis ensuite, il s'avère que quand on agit sur ces neuromédiateurs, eh bien la dopamine est touchée aussi. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, c'est aussi la capacité de rechercher, d'éprouver le plaisir, ce qui a été perdu chez le sujet dépressif. Mais ça ne veut pas dire que seuls les neurones qui contiennent la sérotonine sont activés. C'est une espèce de cascade, c'est-à-dire à partir du moment où la sérotonine va mieux, eh bien, ça retentit aussi sur la noradrénaline, sur la dopamine, et l'ensemble des systèmes à monoamine d'abord, et puis les autres systèmes de neurones aussi, eh bien, effectivement, ont leur activité améliorée, en partie rétablie. Michel Hamon travaille aujourd'hui sur des molécules qui ne s'attaqueront plus seulement aux symptômes de la dépression, mais à leur cause directe, le stress. À partir de là, on a pu reproduire des modèles animaux de dépression qui reposent effectivement sur l'exposition des animaux à des stress répétés. Et il y a un modèle qui est très validé de ce point de vue-là, qui marche très très bien. Et donc on va traiter ensuite les animaux avec des antidépresseurs, et on s'aperçoit qu'effectivement,
les déficits comportementaux qu'on a induits par les stress répétés et qui s'apparentent beaucoup aux symptômes de la dépression chez l'homme peuvent être corrigés par les antidépresseurs. Donc à partir du moment où on a trouvé ça, eh bien, on a pu explorer chez l'animal ce qui se passe dans l'organisme et en particulier au niveau cérébral. Et ça consiste réellement en une avancée dans la connaissance des processus biologiques associés aux troubles dépressifs. Dans le cerveau, le stress s'attaque d'abord à l'hypothalamus, l'un des régulateurs de l'appétit et du sommeil. L'hypothalamus transmet alors ses ordres à l'hypophyse, une glande minuscule et toute puissante qui sécrète une autre forme de messager chimique, une hormone. Contrairement aux neurotransmetteurs, cette hormone, appelée ACTH, est capable de voyager par vaisseau sanguin dans toutes les parties du corps. Donc si c'est une hormone, ça veut dire qu'elle est libérée dans le sang et va agir sur une cible, en l'occurrence une glande qu'on trouve sur les reins et qui s'appelle par définition glande surrénale. Et dans la zone, dans l'écorce, qu'on appelle le cortex de cette glande, se trouve donc la cortico-surrénale. L'ACTH agit sur des cellules à ce niveau et excite ces cellules, et ces cellules vont libérer maintenant ce qu'on appelle le cortisol. C'est l'une des hormones, et c'est même, je dirais, l'hormone majoritaire, qui permet à l'organisme de réagir au stress. Le cortisol déclenche une mobilisation générale de l'organisme et une exploitation intensive de ses réserves d'énergie, les sucres et les graisses. Puis, le cortisol retourne au cerveau pour informer l'hypothalamus qu'il a fait son travail. Et normalement, quand le stress a disparu, le cycle s'apaise et l'organisme retrouve son état d'équilibre. Mais il arrive que le cortisol s'emballe et qu'il tourne sans s'arrêter. C'est la voie ouverte vers la dépression. Le sujet dépressif, c'est un sujet dont le système de stress, de réaction au stress, est constamment actif. L'idée, c'est d'empêcher cette action du cortisol. Et donc d'agir directement sur cet axe pour ralentir son activité. Et on a des produits qui marchent très bien chez l'animal, qui donc empêchent l'activité excessive de cet axe. Il y a des tentatives qui ont été faites déjà chez l'homme, avec des résultats qui semblent encourageants. Le fait d'être déprimé, etc., c'était quand même considéré comme quelque chose de négatif il y a encore quelques années, et ça l'est certainement encore dans certains milieux, alors que c'est une vraie pathologie, c'est une vraie maladie, les gens souffrent, et il y a un substratum biologique, on voit dans le cerveau ce qui se passe dans le cerveau malade, et on voit ce que font les médicaments sur le cerveau malade. Donc compte tenu de ça, pour moi c'est une pathologie, au même titre que la dépendance aux drogues. Un toxicomane, c'est quelqu'un qui est malade. C'est pas quelqu'un qu'on doit traiter ou considérer comme un délinquant. C'est un malade. Encore une fois, il a eu une certaine appétence pour le produit, pour la drogue à un moment donné. Et le fait qu'il l'ait pris et sa vulnérabilité particulière fait que maintenant il est malade et qu'il faut absolument le soigner. Ces gens-là sont des malades, les déprimés sont des malades, les phobiques sont des malades, donc les troubles du comportement sont de véritables maladies. We'll ever love you, way I can love you, as nobody's that strong. Love's bittersweet. Pero si no sé nada. Quiero que vengas conmigo al Valle Gabriel. Partout dans le monde, les gouvernements multiplient les campagnes de prévention contre la cocaïne. Il faut bien le dire, sans grand effet. Pour les chercheurs, l'addiction n'est pas un choix.
La toxicomanie, une véritable maladie du cerveau? Notre volonté et le contrôle de nos pulsions dépendraient-ils de l'équilibre interne de notre cerveau? L'une des qualités les plus précieuses du comportement humain, c'est le contrôle volontaire. Après tout, quand on y pense, la liberté est une des valeurs les plus importantes. Les gens se battent pour elle. Mais la liberté n'a de sens que s'il y a contrôle volontaire. Pour que nous soyons capables d'exercer un contrôle volontaire, certaines zones du cerveau doivent fonctionner correctement. Et si elles ne fonctionnent pas correctement, peut-on alors parler de contrôle volontaire? L'homme ne serait-il que l'esclave de ses neurones? Nos décisions sont-elles le fruit de nos raisonnements ou le produit de la grande pharmacie qu'est notre cerveau? Que devient notre libre arbitre dans tout ça? On a tendance à penser que le libre arbitre existe, mais ce n'est qu'une supposition. Autrement, nous aurions beaucoup de problèmes pour gérer les gouvernements, l'État et nos civilisations. Mais quelle est la limite du libre arbitre? À quel point est-il influencé par l'inconscient, par exemple, ainsi que par les récompenses qui agissent sur l'inconscient? On ne sait pas. Je ne sais pas. C'est une question très complexe. Et si vous me demandez un domaine de recherche majeur, en voici un, la question du libre arbitre. Plus importante encore que la question de la conscience, parce que c'est déterminant dans le fonctionnement de la société et dans la façon dont elle est dirigée par le cerveau d'individus. En lutte contre ses pulsions, déstabilisé par sa pharmacie intérieure, l'homme serait-il soumis à sa cuisine cérébrale? Personne ne peut plus ignorer à quel point la chimie du cerveau est un équilibre subtil, capable d'influencer tous nos comportements, nos attitudes, face aux drogues en particulier. Les drogues stimulantes, comme la cocaïne ou les amphétamines, ciblent dans le cerveau le circuit du plaisir. La prise d'otage de ce circuit, sur lequel reposent nos instincts et nos réflexes de survie, conditionne le cerveau à rechercher la drogue, à céder à ses impulsions. Les déséquilibres de la chimie du cerveau permettent de retracer l'origine des troubles psychiques. Les antidépresseurs, d'ailleurs, corrigent des anomalies parfaitement observables dans le cerveau des dépressifs. Les travaux des scientifiques engagent désormais la société à changer de regard sur ces véritables maladies que sont la dépression et la toxicomanie. Demain, après la cocaïne et les stimulants du plaisir, on renverse la vapeur. On parle des opiacés et tranquillisants. On verra comment le cerveau s'adapte, puis se désensibilise au plaisir jusqu'à ce que la dépendance s'installe. Une dépendance qui finira par dépasser le stade psychologique pour devenir physique et durer parfois toute une vie. À demain ici et tout de suite sur le net.